Et donc, on va pouvoir conclure tout à fait cette semaine de live avec le sujet EDHEC et SEC. Alors, un sujet EDHEC et SEC qui, je dois le dire tout de suite, ne vous a pas forcément beaucoup plu. Alors, je ne parle pas de toi, Frédéric, en particulier, je parle surtout des étudiants et des retours qu'on a pu en avoir. Voilà, quelques morceaux choisis hein, d'Instagram. Les concepteurs ne méritent pas d'être payés. Je ne savais pas qu'on faisait du hors thème. Alors ouais, cette notion de hors thème est aussi beaucoup revenue hein, dans nos commentaires. Voilà, des étudiants qu'on a pu avoir, voilà, qui étaient un peu estomaqués de voir qu'effectivement on traitait davantage de l'amour et du fait d'être amoureux que du verbe aimer en tant que tel. Mais bon, voilà. Et puis le retour aussi à une citation. Alors on s'était dit que c'était un peu une excentricité l'année dernière, mais non, il n'en est rien en réalité, puisque on retombe sur une citation cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est La Rochefoucauld qui nous gratifie donc de cette citation. Alors je vais l'afficher hein, le sujet, puisque là pour le coup il est un peu plus long, donc il mérite sans doute d'être affiché. Peut-être pendant que je fais ça, Frédéric a déjà une petite réaction sur ce sujet, effectivement, relativement surprenant au vu des années précédentes, en fait. Oui, bah, c'est ça. En fait, c'est une double surprise en réalité. Surprise par le fait que l'on ait à nouveau une citation qui rapproche ce type de formulation de ce que connaissent très bien les prépas scientifiques. C'est souvent comme ça que ça se présente en prépa scientifique. C'est vrai qu'en prépa EC, on n'y était pas habitué. Ça veut donc dire que désormais, il faut que l'on s'habitue à ce type de possibilités sur un sujet. Donc ça, c'était la première surprise. La seconde surprise tenait au fait que ouvertement le sujet parlait de l'amour et que c'est vrai que pendant toute l'année de préparation, on a bien insisté sur le fait que aimer et l'amour, ce n'était pas le même thème. Et donc, cette surprise devait se transformer en une espèce de défi pour les étudiants, c'est-à-dire de remettre le sujet dans l'axe du thème. Remettre le sujet dans l'axe du thème pouvait pousser évidemment à réfléchir à un type de plan, en tout cas, pour aller vers aimer, puisque c'est ce vers quoi les étudiants devaient aller, évidemment. Oui, donc il y avait quand même, voilà, il fallait pas se limiter stricto sensu au fait d'être amoureux. Il fallait quand même essayer de se raccrocher, vaille que vaille, au Mm. thème. C'est quand même déjà Oui, ce oui, qu'on peut bah, dire. oui, clairement, parce que en Mm. fait, j'ai vérifié, ça me rappelait quelque chose que j'avais vu passer il y a quelques années, quand le thème en prépa scientifique était l'amour, précisément, et ce sujet faisait partie des propositions qui avaient été faites pour les prépas scientifiques, pour l'amour. Ouais. Donc, Oui. naturellement, cela impliquait que le traitement fût différent cette fois-ci, parce que le thème était aimer et non pas l'amour. Bon, bah, voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Alors après sur cette citation aussi quand même, est-ce qu'il fallait finalement entendre le sujet, enfin le raccourcir et dire en fait le sujet c'est, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour? Ou est-ce que le fait qu'il y ait ce «pensez-vous» au début, qu'on nous cite explicitement La Rochefoucauld, est-ce que c'est juste un prétexte? Est-ce que ça changeait finalement le traitement du sujet? En fait, à mon sens, hein, c'est un prétexte, puisque de toute façon, quand on a une citation brute, elle invite à réfléchir, c'est-à-dire à penser, c'est-à-dire étymologiquement à peser les différents axes possibles de traitement. Donc, ce n'était qu'un prétexte en réalité. Évidemment, il fallait, en structurant sa pensée, arriver à quelque chose qui nous corresponde, mais chacune des dissertations proposées au concours va dans ce sens. Il faut aller vers ce vers quoi on pense être le mieux à même de pouvoir défendre. Donc Mmh. rien de très surprenant à cela. Ouais, d'accord. Oui, de même donc en fait connaître La Rochefoucauld, c'était pas, un avantage décisif? Non, bah, non, j'ai envie de dire, non. La Rochefoucauld, bon, enfin, ce qu'il savait, beh, c'était bien, ça n'apportait pas nécessairement quelque chose. Enfin, c'est quand même un moraliste, du XVIIe siècle, qui a écrit des maximes, il est avec, La Bruyère ou La Fontaine, par exemple, de ces auteurs qui sont quasiment les auteurs d'un livre, hem et avec des formes un peu fragmentaires, bon, qui disent quelque chose, hein, d'un rapport au monde évidemment, avec une observation extrêmement fine de la société, assez sévère, et assez acide, Mmh, oui. assez souvent. Mais voilà, et on doit à La Rochefoucauld bon nombre également de maximes qui valent aujourd'hui pour vérité générale. Mmh. Donc voilà, c'est un auteur extrêmement important. Je ne doute qu'il soit
étudier pour lui-même aujourd'hui dans le parcours, mais ne pas connaître La Rochefoucauld n'était pas un obstacle pour traiter correctement le sujet. Ouais. Alors, une fois qu'on a dit ça maintenant, donc il y avait quand même Mmh, pas mal de termes, le sujet est long, donc de fait, il y avait ouais, pas mal, il y avait pas mal de termes à analyser. mmh, Peut-être on peut les passer au crible successivement et puis ça fait un peu écho avec la question de Marwan qui nous demande: «Est-ce qu'il était intéressant de se poser la question si l'amour était naturel?» Donc voilà, on oui, revient sur cette idée, oui, bah, voilà, mmh, en fait, quelque part, implicitement, mmh. c'est ça, en fait, la question qui nous est posée, Beh, c'est, est-ce que implicitement oui, l'amour parce que est consubstantiel à l'homme? C'est un peu ça, je suppose? oui, c'est-à-dire qu'en fait, la citation commence par: «Il y a des gens qui», ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne pas, voilà. Oui, Alors, s'il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour, oui, im implique évidemment que, heu, il y aurait une façon de considérer les choses, qui voudrait que aimer soit quelque chose de naturel, spontané, immédiat, enfin voilà. Mais qu'il y en a d'autres, bah, qui au contraire, s'ils n'avaient pas entendu parler d'amour, n'auraient pas été amoureux, ce qui signifie donc que, chez eux, l'amour ne serait pas naturel et ça invite à poser la question du rapport qu'il y a entre le caractère naturel, le caractère culturel sans doute du fait d'aimer à une époque au XVIIe siècle où, bah, aimer est au cœur de très nombreuses productions littéraires, au oui. théâtre, dans la tragédie, dans la comédie, dans de très nombreux ouvrages, dans les romans également avec Madame de La Fayette et donc là, on a toute une réflexion sur, le pouvoir, d'aimer et à travers cela évidemment en sous-main, les réflexions sur, le rapport entre la passion et la raison, enfin voilà que l'on a dans de très, très nombreuses œuvres. Donc Oui. c'est riche de ce point de vue-là. Oui et puis à une époque aussi où les conventions sociales étaient peut-être beaucoup plus rigides, qu'aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est-à-dire que, parler, c'est un surtout dans la société que côtoie, La Rochefoucauld, parler, c'est un exercice, faire la conversation, lire, se cultiver, c'est un exercice, de vie tout simplement. Mmh. Donc voilà. Oui, oui, c'était une citation qui évidemment pouvait interroger, poser des questions, pouvait déstabiliser. Maintenant, quand on entrait petit à petit dans la citation et c'est pour ça que je voudrais vraiment rassurer tout le monde, hein, effectivement, on est sur une espèce de frontière à la limite du thème. Bon, le but de l'étudiant était de remettre la citation dans le thème, on est bien d'accord. Et ensuite, le sujet me semblait véritablement, traitable, tout à fait, traitable. Voilà, il n'y avait pas enfin, passé la stupeur du sujet, l'étonnement, voire l'agacement peut-être pour certains, il y avait à se ressaisir et à se dire que le sujet pouvait évidemment être traité. Mmh. OK. Alors je lis les questions au fur et à Oui, mesure oui, bien aussi. sûr. On pourra dérouler ensuite, hein, pas de souci. Mmh. Simplement, donc Jules qui nous demande pour le grand 3, est-ce logique de dire ne faut-il pas plutôt dire qu'il y a des gens qui n'auraient jamais parlé de l'amour s'ils n'avaient jamais été amoureux? Il faut comprendre. Alors, qui n'aurait jamais parlé d'amour s'il n'avait jamais été amoureux. Oui, pourquoi pas, on peut inverser la donne, en effet, qui consisterait, si je lis bien la proposition, à dire qu'il faut avoir eu l'expérience de l'amour pour pouvoir en parler. Voilà. Alors c'est une question relativement intéressante. Est-ce qu'on est capable de parler de choses que l'on n'a pas vécues? Ça, c'est une véritable question, mais qui, excède largement notre sujet, qui vaut pour de nombreux autres sujets. Mais oui, il y avait une possibilité pour le grand 3. Enfin, je refais la même remarque que j'avais fait pour le premier enfin, le 1er débrief. Il est extrêmement difficile de, comment dire? Valider un grand 3 comme cela, d'effet du grand 1 et du grand 2, parce que c'est bien la Oui, bien logique, sûr, puisque c'est le évidemment. terme qui est utilisé, qui va être validé. Mmh. Ouais. Alors ouais, bah, je on nous renverse là, on nous propose un autre Mmh. sujet, VL qui nous dit Lacan nous disait, très, très belle, référence, hein, par ailleurs, Mmh. que l'amour n'est pas naturel mais culturel. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est à moi de traiter là, du coup. Mais en fait, le sujet invitait à se poser cette question, avec Lacan, mais pas qu'avec Lacan d'ailleurs, avec beaucoup d'autres. C'est-à-dire, savoir si, il y avait une construction, dans le fait d'aimer, et
et dans cette construction, quels pouvaient être les enjeux de cette construction. Parce que il peut y avoir de très beaux enjeux comme des enjeux un peu néfastes. Parce qu'en réalité, quand on regarde, si je fais très rapidement, hein, l'analyse du sujet, Ouais, le sujet nous invitait quand même à nous poser la question du caractère quelque peu mimétique des histoires d'amour. C'est-à-dire, une fois que l'on a entendu parler d'amour, est-ce que l'on n'a pas tendance à reproduire ce que l'on a entendu dire, ce dont on a entendu parler, et finalement, peut se poser la question de savoir si à travers les expériences que l'on fait de l'amour, on n'est pas tenté de toujours reproduire des histoires, des schémas que l'on a observés, que l'on a appris, que l'on a lus, dont on est finalement totalement imprégné, comme si aimer relevait de l'imprégnation culturelle, donc, plutôt que naturelle. Bon, sachant malgré tout que la nature de l'homme, pour aller très très vite, est quand même d'être un être cultivé aujourd'hui. mmh, Le mythe de l'homme naturel est un mythe qui sert, notamment chez Rousseau, à nous faire comprendre ce qu'est être un homme cultivé avec les dangers, les puissances et les dangers. Voilà. Donc en fait, ouais, ce sur quoi insistait le sujet, c'était sur la dimension sociale. Et quand on savait qui était La Rochefoucauld, ça aidait évidemment, mais sur la dimension sociale et culturelle de l'amour, euh, euh, qui sous-entend que aimer ne serait absolument pas une espèce de mouvement naturel, et donc ne serait pas un mouvement universel, ce qui est souligné par il y a des gens qui, ce ne serait pas oui, quelque chose d'universel, mais ce serait quelque chose de culturel, et donc qui se rapporterait à une histoire que l'on nous aurait apprise et que l'on aurait pu observer. Donc, en somme, nous serions influencés, pas tous, des gens, mais nous serions ouais. influencés par des histoires d'amour, ce qu'on dit de l'amour, ce que nous appelons amour, c'est ce que nous avons pu observer et que l'on reproduirait. Voilà. Donc, c'est la question que semble poser en tout cas La Rochefoucauld. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça, il fallait se dépatouiller avec ce voilà, tu l'as Mm, dit très justement, c'est ce caractère universel qui quand même, méritait d'être questionné avec ce «il y a des gens qui» et mm. c'était enfin, il fallait le percevoir tout de suite. C'était bon, c'est limpide quand on y pense, mais on sur un sujet un peu Oui, perturbant comme ça, mm, je suis on peut d'accord. vite, se prendre les pieds dans le tapis. Mm, mm, Alors ouais, lorsqu'on a une citation, là c'est plus d'ordre méthodologique, mais effectivement, on nous a quand même appris, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec le sujet du Hopo, puisque c'était aussi une question, mm. à ne pas plaquer bêtement la question, du libellé du sujet en guise de problématique. Là, comment on se débrouille avec une phrase, justement aussi longue, aussi, complexe? Là, quand il y a une citation, bon, je ne sais pas quels seront les attendus, hein, et comment ils seront formulés par le jury ESSEC-EDEC, mais ce que l'on peut dire, c'est que la citation est certes un peu longue, mais elle n'est pas non plus de la taille de certaines citations que l'on peut voir pour les prépas scientifiques. Parfois, ça fait vraiment plusieurs lignes. Oui, oui, à La Rochelle Là, aussi, c'est le cas pour les prépa ECT. Ils ont voilà, souvent des citations plus longues, ouais. donc là, cette citation pouvait très très bien être reprise telle qu'elle euh, au cours de l'analyse. Alors c'est vrai que c'est une méthodologie qui est complètement différente. C'est parce que commencer par exemple l'introduction par une citation qui ne serait pas de La Rochefoucauld pour remettre une autre citation qui est celle de La Rochefoucauld. Ensuite, ça fait concurrence de citations, c'est un peu étrange. Commencer par la citation de La Rochefoucauld, c'est un peu abrupt pour le coup. Ouais. Il faut une mise en situation. Donc là, je crois qu'il il va falloir se dépatouiller un peu de tout cela, ou alors prendre une espèce de champ. Quand on a la chance de connaître le XVIIe siècle, on pouvait éventuellement entrer par une mise en perspective du XVIIe siècle, de la tradition littéraire, voire philosophique, avec Descartes et Pascal, sur le rapport au sentiment amoureux et au fait d'aimer, puis amener La Rochefoucauld, bon, dans une formulation un peu incisive. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait la citation, mais ça ne veut pas dire que le jury considère qu'il fallait absolument la citation. On pouvait s'en passer ou la mettre par morceaux, si on veut.
Ça ne posait pas de difficulté non plus, je pense. Mmh. Bah, très bien, mais alors donc ça c'est pour vraiment l'élément de problématisation et Mmh. ensuite, bah, justement on y venait, je crois que c'est ce que tu voulais esquisser. Quel plan finalement on pouvait, tenter de dégager une fois qu'on avait dit ça? Ouais, alors c'est toujours un peu compliqué, donc moi je vais le tirer à grands traits, enfin les perspectives vers lesquelles moi je serais allé, mais encore une fois, moi ça veut pas dire, que c'est le plan fixe, et cetera. D'ailleurs, il y a pas de plan fixe, je le répète, hein, il y a Ouais. l'intelligence d'un déroulement. Mais enfin, je pense que je serais parti, sur l'idée qu'a priori, hein, aimer, c'est un mouvement qui est un mouvement assez, naturel, une espèce de force naturelle et universelle, renversante, bouleversante, que l'on éprouverait, sans avoir à l'apprendre spontanément, sans même en avoir entendu parler. Quand on pense aux enfants notamment, ils semblent tomber amoureux alors qu'ils n'ont pas eu de lecture, eux, enfin voilà, les Oui. histoires d'enfance, les histoires d'amour, ça existe. Voilà donc que le fait d'aimer emprunte précisément des chemins complètement détournés des attendus, donc s'affranchissent de certaines règles, Mmh. et ça, c'est quelque chose, qui semble être, a priori en tout cas, totalement, partagé. Mais le problème, c'est que tout ce que l'on dit là, c'est rapporté par des livres. C'est aussi rapporté par les livres, c'est rapporté par des histoires que l'on a vues, que l'on nous a rapportées. Donc la difficulté, c'est que finalement, ce qui nous semble être, naturel, hem, et qui d'ailleurs nous emmène parfois à certaines formes, d'égarement, d'ignorance, voire, d'absence, de l'objet aimé parce qu'on croyait aimer, mais on n'aime pas vraiment. Le livre peut nous apprendre certaines choses. C'est-à-dire que, lorsque, aimer naturellement peut nous égarer, le livre peut nous éclairer sur un chemin. Lorsque on ignorait ce que peut-être, on recherchait en aimant, le livre peut, nous, offrir une image, un modèle de l'objet à aimer et puis, peut-être également que, ce enfin, en l'absence de l'objet que l'on aimait, le livre peut nous offrir une espèce de présence, alors même fictive, mais une espèce de présence qui nous donne quelque chose à aimer, comme Don Quichotte, par exemple, ou encore, Emma Bovary. Donc, elle a appris à aimer en lisant, finalement, parce Ouais. que Bon, dans Don son Quichotte, ça l'a rendu couvent, fou, mais voilà, donc alors Don Quichotte, ça l'a rendu fou. Mais ce qui voudrait dire quand même que, aimer et ce serait peut-être le 3 la troisième partie, aimer, serait quelque chose qui s'apprendrait, qui se dirait et qui se vivrait. Mais toujours, me semble-t-il, en équilibrant les choses. Rien n'est jamais définitif parce qu'en la matière, et ça les étudiants l'ont appris, ça vaut pour aimer, mais ça vaut pour beaucoup de choses, rien n'est jamais définitif. Et donc, si aimer s'apprend, c'est au risque aussi parfois de répéter des choses, clairement. Si aimer se dit ou s'écrit, donc si aimer se cultive, et on ne peut pas douter qu'aimer puisse se cultiver, euh, en passant par des mots, bon, bah, on risque aussi l'artificialité des choses, c'est-à-dire que parce que nous parlons, nous risquons de poser des mots sur des sentiments, mais qui les rendent artificiels, donc mmh, où serait la sincérité? Et aimer, nous apprend à vivre véritablement le fait d'aimer, mais au risque également de l'idéalisation, de ce que l'on aime. Donc, finalement, le fait d'entendre parler d'amour, heu, nous fait passer d'un état à un acte possible, mais cet acte, évidemment, n'est jamais absent de la possibilité d'avoir à réitérer des choses comme dans tout acte, d'apprentissage, sauf que tout acte d'apprentissage est réussi, précisément si on transforme ce que l'on a appris et contre lequel on ne peut pas aller, en quelque chose que l'on va créer. Et donc je pense que c'était vraiment une piste à explorer, c'est-à-dire que, heu aimer, c'est un peu comme vivre, cela s'apprend, mais cela ne s'apprend pas seulement en répétant ce que l'on nous a appris, mais en risquant des choses,
c'est-à-dire à risquer d'échouer également. Bref, aimer, c'est risquer de vivre, tout simplement. Mmh. Et donc, je pense que la dissertation pouvait aller vers ce type de conclusion. Oui, oui, donc là, on questionne un peu le sens de l'apprentissage, en fait, qui n'est pas seulement une répétition. On a vu ça et C'est donc on cela. reproduit ce qu'on a vu. Mmh. Hem, OK, alors bon, on a beaucoup de questions. Je vais essayer de les dérouler Mmh. rapidement. Bon et on va tâcher d'être succinct. C'est toujours difficile de l'être en culture générale, mais on va faire de notre mieux. Tu veux dire que je suis très bavard, c'est ça? Non, C'est pas du tout. Je pense que c'est la matière qui t'impose, effectivement un bah, caractère qui n'est pas, de spécialement développer taciturne. les choses. Ouais. Mmh. Voilà, j'ai tenté de formuler ça du mieux possible. Alors, Clémentine qui nous demande, donc je crois qu'on en était là. Hem, ah si, non, il y avait une question avant de Lucas quand même, on va pas la zapper. J'ai questionné le fait qu'il faudrait une connaissance de l'amour pour pouvoir aimer, qu'en pensez-vous? J'ai questionné Oui, donc. oui, oui, effectivement, et il enfin, c'est comme toute chose. Faut-il connaître la chose pour pouvoir, faire que cette chose devienne pour nous réalité? Heu, ou, devons-nous expérimenter la chose sans savoir d'ailleurs ce que nous expérimentons pour pouvoir ensuite en obtenir la connaissance? À dire vrai, l'alternative que l'on pose ici comme une alternative est un peu une fausse alternative, me semble-t-il, puisque les 2 sont, concomitantes et se nourrissent. Voilà. C'est exactement comme la lecture, dans un premier temps et c'est ce que disait Yourcenar d'ailleurs, dans un premier temps, la lecture éclaire la vie et puis, dans un deuxième temps, la vie éclaire les lectures, ce qui ne nous a jamais empêchés, et au premier temps et de lire et de vivre et idem dans le deuxième temps. Donc, effectivement, il y a une espèce d'hybridation qui se met en place avec un jeu de proportions au fur et à mesure qui varie. Mmh. Alors là, ça rejoint ce que tu disais un peu en première partie. Peut-on tomber amoureux sans savoir si l'amour existe? C'est un peu l'exemple que tu donnais au tout début. Ouais, bah oui, alors on peut tomber amoureux sans savoir que l'amour existe, mais on ne sait pas ce que c'est de l'amour. Et d'ailleurs, dans un premier temps, enfin, vous avez dû le voir très vraisemblablement dans les œuvres que vous avez étudiées, mais dans un premier temps, il y a un questionnement. Quiconque tombe amoureux se questionne Oui, qu'est-ce qui sur le m'arrive? fait de J'ai plus savoir j'ai ce qui ouais. arrive et puis, bon, savoir que l'on est, intéressé, intrigué, puis, attiré, bah, c'est, OK, ça mais est-ce que l'on pose tout de suite le verbe aimer dessus? Ça fait très peur, le fait de poser un mot. Oui. Parce qu'après, ça veut dire qu'on rentre dans quelque chose qui est un peu codifié. C'est aussi ce que dit, implicitement La Rochefoucauld. C'est une fois qu'on dit: «Ben, OK, c'est de l'amour», hop, on rentre dans une espèce de schéma. Ah bah, aimer, c'est Oui, l'amour, ça c'est ça, donc il se et passe donc ça et ça. il va Mmh. falloir que je m'y conforme. Bah, oui, sans doute et non. Voilà, donc Ouais, la c'est ça. dissertation visait à interroger cette ambiguïté. Mmh. Alors, en suivant une logique selon laquelle l'amour est instrumentalisé par des facteurs sociaux, il y a des gens qui auraient peut-être véritablement aimé s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Oui, Oui, c'est ça un mmh, peu quelque part, ce que ça corrobore totalement ce que tu dis. oui, oui, absolument. Certaines personnes ayant entendu parler de l'amour, mais ayant entendu parler de l'amour ou ayant entendu parler d'une façon d'aimer, hem et bien, finalement, essayent de se conformer à cette façon-là, avec une forme de docilité ou de passivité. C'est peut-être ça, être amoureux, justement. Mais passer de être amoureux à aimer, ça veut dire qu'il y ait une forme de révolte aussi, ou en tout cas d'appropriation active de quelque chose qui, dans un premier temps, semble être un modèle ou des normes. Mmh. Et là, on aime vraiment. Oui, oui, voilà, là, il y avait beaucoup de choses, Mm. je sais pas si c'est pertinent. Moi, spontanément, j'aurais pensé au jeu de l'amour et du hasard où on nous dit que le valet doit sortir avec le valet, le maître doit sortir avec la maîtresse, et puis bon, enfin bon, bref, je spoil pas l'histoire pour ceux qui la connaissent pas, mais bon, j'imagine que pas mal de gens la connaissent, Mm. après Mm. 1 an d'études sur le thème de l'amour quand Ouais. même. Tu y avais consacré un épisode, il me semble d'ailleurs, du podcast, Oui, sur oui, ce oui, c'est thème. un Marivaux. Oui. Mm. Ouais, c'est ça, de Marivaux, exactement. Marivaux d'âge. Mm. Donc, AM qui nous dit: «Est-il pertinent de construire un plan sur les différences qu'il pouvait y avoir entre l'amour et aimer? Dire que l'amour est naturel, là où aimer est une construction sociale». Heu, oui, c'était possible. Alors, réduire l'amour à, à quelque chose de naturel, définitivement naturel, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais je vois bien où va la distinction. Aimer étant un acte,
enfin, une force en action, effectivement, elle se construit. Bon, donc, bon, on comprend la distinction. J'ai juste un tout petit bémol sur l'amour naturel. Encore une fois, peut-on dire, si c'est naturel, que par exemple des animaux, on revient au thème de l'année dernière, enfin, que des Mmh. animaux s'aiment? Bon, ça c'est une question. S'aiment-ils les animaux? Oui, c'est ça, ouais, tu as la frontière entre l'amour, l'instinct, Mmh. qu'est-ce qui te Mmh. ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que l'amour maternel, enfin, d'ailleurs, chez l'humain aussi, hein, on a coutume de dire que les mères, aiment nécessairement leur enfant sans avoir besoin de faire aucun effort. Bon, ça là aussi, c'est discutable, clairement. Bah oui, c'est complètement discutable puisqu'on Mmh. apprend à certaines mamans à aimer leur nourrisson parce qu'il peut y avoir un rejet du Oui, nourrisson à la naissance. Il n'y a mmh, pas de culpabilité à avoir là-dessus. Ça voudrait donc dire que ça n'est absolument pas naturel, ou en tout cas on croit, voilà. socialement parlant, parce que c'est rassurant, que ce serait naturel, que spontanément on se mettrait à aimer inconditionnellement ses enfants, mais Oui. ça c'est une construction assez récente, parce que dans l'histoire de l'humanité, je ne suis pas certain que du temps où on ne choisissait pas d'avoir des enfants, où on subissait le fait d'avoir des enfants, le sentiment d'attachement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour maternel, ait été à ce point exacerbé. Ouais. Donc Marwan, à nouveau, qui nous dit: «On pouvait évoquer l'amour en tant qu'apprentissage, il ne suffit pas d'avoir, entendu, j'imagine, parler Mm. d'aimer pour le comprendre, car le terme en lui-même possède plusieurs définitions». Oui, on peut se mettre d'accord, on peut se mettre d'accord sur cette proposition. Oui et alors Marwan qui, paraphrase La Rochefoucauld qu'il cite plus précisément, il existe une sorte d'amour, mais 1001 différentes copies. Bon, Oui, voilà. et même 8000 et quelques différentes copies. Mmh. Ouais, c'est 1000 et quelques Oui. la véritable citation, c'est ça? Mmh. Ouais. Oui, c'est ça. Mmh. Bon, enfin bon, l'idée est là, disons. Peut-être l'amour véritable est-il un équilibre parfait entre ce que vous aviez entendu dire culturel et notre pulsion d'espèce naturelle? C'est un peu des 2. Ouais, c'est enfin, le véritable, c'est pas que ça me pose un problème. Je préfère, et de loin pour ma part, l'adjectif, d'authenticité, et c'est cette authenticité qui me semble être, véritable. La vérité, pour faire très, très rapidement, c'est l'adéquation entre, un discours et la chose visée par le discours. Bon, et sachant que aimer est un acte, et bien, je crois qu'un amour véritable, c'est un amour authentique en ce sens qu'on est acteur de cet amour, c'est-à-dire qu'on le construit, qu'on l'écrit soi-même, en respectant, des normes auxquelles on ne peut échapper puisque nous vivons en société évidemment, mais que l'on essaye sans cesse d'inventer pour la rendre particulière à ce que l'on est soi au cours de sa vie, qui change d'ailleurs. Donc, heu, donc oui, il y a une espèce de synthèse de pulsions, mais c'est un peu réducteur en même temps de dire que Mmh. l'amour, c'est un mélange de pulsions et puis de culture. Yora qui nous dit: «C'est vraiment problématique si on n'a pas parlé de l'universalité induite par les gens». Alors c'est l'inverse, c'est le caractère non universel, Oui, mais c'est ça. Oui, c'est le caractère non universel. Est-ce que c'est gênant? Bah, enfin non, moi j'ai pas vu la la copie, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ce n'est pas véritablement, problématique. Maintenant, la lecture du sujet induisait sans doute qu'il y avait dans l'esprit des gens une universalité, du fait d'aimer, qui parce est que remise c'était en cause naturel, aussi par, qui est La remise Rochefoucauld. en cause par La Rochefoucauld. Mmh, ouais. Yasmine: «Je n'ai pas utilisé les termes social, culturel, naturel, mais j'ai compris de la citation de La Rochefoucauld qu'il fallait connaître l'amour pour pouvoir être amoureux». Ouais. Mmh. Donc ça, c'est plus une remarque. Il y a des gens Oui. qui dit: «Il y a des gens qui auraient véritablement aimé s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour». Oui, bon, ça OK. Mmh. Et donc Yasmine qui continue, qui dit: «Ça m'a aussi perturbé le fait que ce soit être amoureux et pas aimer, donc je n'ai pas envisagé les différentes leçons d'aimer, les différentes façons d'aimer, le goût et cetera». Mmh. Mmh. Heu, Mmh. bah, Oui, ouais, mais je ouais, c'est crois, bah, oui, mais je crois que ça a perturbé plus d'un candidat, et encore une fois, il fallait, je pense, hein, comme je le disais en préambule, remettre le sujet dans l'axe du thème. Effectivement, il y avait de quoi être perturbé puisque c'était être amoureux et l'amour qui apparaissait, en aucun cas le verbe aimer, ce qui semblait exclure a priori, même toute forme d'amitié.
Alors que l'amitié est aussi au XVIIe siècle. Enfin, il est question d'amitié dans le Misanthrope, par exemple, de Molière, et il en est question dans beaucoup d'autres œuvres. Donc, euh, voilà, je comprends qu'on ait pu être perturbé, mais si on gardait en ligne de mire le fait que le thème était bien aimé, on pouvait traiter le sujet, il n'y avait pas de difficulté. Mmh. LB qui nous dit: «Le fait d'évoquer que la société et la doxa nous aliènent tellement», je sais pas si c'est le terme aliéné, mais en tout cas qu'on se sent obligé de vivre l'expérience amoureuse. Heu, En citant René Girard, Oui, qu'est-ce qu'on en pense? bah, on en pense que oui, c'est juste, que, Oui, la société nous intime de tomber amoureux en quelque sorte. C'est oui, et normal de puis tomber amoureux. c'est ça, et puis même à une typologie de l'amour, enfin depuis notamment, l'amour en Occident, on pense que aimer, c'est forcément aimer passionnément. Par exemple, le rapport d'aimer à la passion, aujourd'hui, mais même à des jeunes gens comme ceux à qui on s'adresse ce soir, quand on dit qu'on peut très bien aimer sans passion, ça va leur sembler bizarre. Oui, Ils c'est vont un avoir amour au l'impression rabais que, quoi, c'est un bah, voilà, ersatz un amour d'amour. au rabais, c'est un amour de papy-mamie, quoi. Une fois qu'on a bon, bah, oui, mais sauf que non, pourquoi est-ce que la passion serait nécessairement quelque chose de positif? Quand on sait que la passion, c'est au contraire ce qui fait souffrir. Mmh. C'est quand même curieux. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait, souffrir? Mais quand on dit ça, ça ne va pas de soi, mais tout simplement parce qu'il y a eu un très gros travail également de conviction que aimer véritablement, c'était aimer en souffrir jusqu'à en mourir parfois. Oui, oui. Oui, véhiculé, bon, par la Mmh. littérature qu'on évoquait aussi, Bah, voilà. Mmh. récemment, parce que c'est plus romanesque précisément. Bah, Mais oui, oui, c'est vrai, non, mais il y ça va a illustrer. c'est intéressant même, bon, alors c'est pas un exemple pertinent pour une dissertation de CG, mais il y a des mouvements de plus en plus, visibles de personnes asexuées, donc qui n'ont pas de Mmh, désir sexuel, voire mmh, aromantiques, c'est-à-dire mmh, qui estiment de ne pas avoir tout simplement envie de se mettre en couple ou de ressentir de l'amour pour quelqu'un. En tout cas de mmh, l'amour, au sens couple, on va dire. mmh, mmh. Donc ouais, ouais, c'est enfin intéressant du moins. Le pensez-vous du sujet? Bah, c'est la première question qu'on avait posée, pas forcément, on va dire. Mmh. Non, non, Fallait pas non, répondre c'était oui, quoi, pas ou non. ah bah, oui, non, non, fallait pas répondre oui et non et merci, au revoir, quoi, oui, c'est clairement. Mmh. Ouais. Bah, oui, non, mais ça invitait à réfléchir sur la citation, ce qui en soi est un peu le but de tout sujet, enfin bon. Mmh. L'ouverture avec Lucien Vincent qui dit que l'absence de relations amoureuses provoque des maladies cardiovasculaires. Ouais. Pas certain. Mais alors je laisse chacun responsable de ses affirmations, Ouais, hem, ah oui, en plus de relations amoureuses. C'est pas de relations amoureuses en l'occurrence, hein, ce serait de relations sexuelles, et je précise quand même qu'on peut très bien avoir des relations sexuelles, sans devoir aimer. Alors quand je dis qu'on peut, ce n'est pas une invitation morale non plus. oui, Voilà, et la oui, réciproque est morale. vraie d'ailleurs. On Mais peut la on peut être réciproque est amoureux et ne vraie. pas avoir de Voilà, relations sexuelles. exactement, Ouais, ça n'a rien à voir. ouais. Mmh. Menji, est-ce qu'il y avait l'idée d'une influence dans l'amour qu'on pourrait utiliser avec l'amour qui importe pour l'éducation des enfants? Par exemple, on a un certain conformisme selon lequel il faut aimer. Oui, bon là, c'est pareil, hein, c'est un peu cette question de, la société ou en tout cas les autres, ce qu'on suppose en tout cas, nous intime d'aimer. Oui, c'est ça, la société semble nous intimer d'aimer, mais si on se lance enfin, si on regarde les choses avec un peu de hauteur et d'un point de vue historique, on se rendra compte que ça n'est absolument pas cela. Par exemple, le but des parents, ça n'est pas d'aimer leurs enfants, ça marche mieux s'ils les aiment, clairement, mais ce n'est pas cela. Le but des parents, c'est d'éduquer justement, c'est-à-dire de faire grandir, de guider les enfants pour devenir des citoyens autonomes, capables de voler de leurs propres ailes. Alors, quand on les aime, c'est mieux, mais on se rend compte aussi que parfois, les aimer, c'est les empêcher de vouloir partir, c'est les retenir, et finalement, c'est échouer dans l'éducation que l'on est censé leur Mmh. donner. Donc, ça peut très bien, parfois aimer, et un peu trop aimer, ça peut se retourner contre, contre les personnes qu'on est censé accompagner. Ouais. Allez, la toute dernière question de Yasmine qui nous demande, bon, pareil, toujours compliqué, hein, je te la pose quand même, les questions de plan, c'est jamais facile parce que ça Mmh. tombe comme ça un peu à brûle-pourpoint. Dans le 3, j'ai dit qu'on se rattache à ce qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'on idéalise et aussi qu'on est méfiant si on a entendu des discours trompeurs. Ouais, c'est Oui, compliqué. alors oui, bah, clairement, de toute façon, ça vaut, pour, ici comme pour toute chose, il faut toujours écouter ce que l'on nous dit et exercer son esprit critique. Et il y a un esprit critique également dans le fait d'aimer. Et on aimera d'autant mieux précisément que l'on garde cet esprit critique et pas aveugle, qui mène
parfois au pire des routes. Mmh. OK, parfait. Très bien. Alors peut-être juste en quelques minutes, j'allais dire en 1 ou 2 minutes, l'ACG c'est fini malheureusement pour cette année. Pas tout à fait, la dissertation oui, mais Mais il alors reste encore j'allais y venir, voilà, c'est ça, mais je voilà. t'aide, je Tu t'aide. me tu Voilà, mais c'est bien comme ça les transitions sont c'est fluide, c'est magnifique. Mais néanmoins, voilà, il reste effectivement donc la dissertation, le thème Mmh. aimé, c'est fini, si on veut être plus précis et plus rigoureux. Oui. En revanche, il nous reste quand même la synthèse de texte et la contraction, qui Mmh. sont, Mmh. mine de rien, bah, des coefficients pas du tout négligeables dans beaucoup d'écoles, Pas du quasiment tout. toutes Mmh. les écoles. Et donc c'est important, c'est pas forcément les épreuves qu'on a le plus bossé pendant 2 ans, voire 3 ans, on va pas se mentir. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil peut-être rapidement sur ces 2 épreuves-là? Ben, je donnerais le même conseil que j'ai donné pour le résumé. D'abord, enfin, peut-être un peu moins pour la synthèse, mais enfin, ce sont des exercices d'abord de concentration, qui ne reposent que sur rien d'autre que le fait, que l'on ait des textes en face de soi, dans lesquels il va falloir très rapidement entrer. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir l'esprit libre de toute autre préoccupation. Donc, n'avoir que ça en tête. Alors ensuite, je rappelle que ce sont des exercices qui sont des exercices certes de lecture, c'est-à-dire d'intelligence de la lecture, mais également d'écriture. Et je ne saurais trop insister sur le fait que l'exercice qui va être rendu, le texte qui va être rendu, qu'il s'agisse de la synthèse ou de la contraction, doivent être parfaitement lisibles, sans faute d'orthographe, parce que ça agace énormément Ah oui, les là, sur correcteurs. 400 mots, Et voilà. Et donc, ouais. sur 400 mots ou sur 300 mots, on n'a pas le droit de faire trop de fautes, sinon c'est pénalisant. Il faut faire très attention aux accents, à la ponctuation, à la syntaxe. Bref, pour la synthèse, je pense honnêtement qu'en 4 heures, on a le temps de se relire et de se relire très correctement. Donc là, soyez extrêmement attentifs. Alors ensuite, les 2 exercices sont évidemment différents. La contraction de texte, c'est un exercice dans lequel, il faut suivre le déroulé de la pensée du texte, et en tirer la substantifique moelle tout en mettant en évidence les lignes de force. Bon, mais ça, les étudiants s'y sont habitués. Il n'y a pas de temps à perdre dans la contraction de texte parce qu'en 3 heures, très, très honnêtement, ça va très vite. Donc pas de temps à perdre et débrouillez-vous toujours quand vous vous lancez dans la contraction, heu, pour savoir, ce vers quoi va le texte, pour pouvoir, comment dire? Contracter le texte de façon efficace. Parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de contractions, le début est surreprésenté parce que les étudiants n'ont pas fait vraiment attention, à ce qu'ils devaient sélectionner en vue de la démonstration finale. Car tout texte de contraction est un texte argumentatif, c'est-à-dire qu'il y a une thèse qui est développée et c'est bien cette thèse qu'il faut mettre en avant. Donc soyez extrêmement attentifs à ce type de choses. Mettez bien vos 3 ou 4 paragraphes en évidence par les alinéas et par les connecteurs logiques. Je le répète, logique, Mmh. logique, Oui, oui, c'est vrai. pour bien marquer les différentes étapes de la pensée de l'auteur. Ne reprenez pas des expressions dans le texte, sauf si vous avez des termes récurrents qui reviennent. Je n'ai pas un sujet sur le sport dans lequel vous n'employez, enfin vous essayeriez de ne pas employer le mot sport serait vraiment extrêmement compliqué. On est Mmh. bien d'accord. En revanche, des expressions toutes faites, vous ne les reprenez pas même entre guillemets, ça ne sert à rien. Il faut que votre expérience soit précise. Voilà, enfin votre expérience, votre expression soit Expression, précise. oui, bien sûr, je me disais. Ouais, là, Ex c'est la fin du live pour tout le monde. Bon, en tout cas, Clémentine voilà, c'est qui ça nous dit et pour la merci et qui syn nous dit qu'on n'a pas dit trop n'importe quoi, donc bon tant mieux, c'est alors ça l'essentiel. va. On met pas Pour de la titre, hein? synthèse, On met pas non, de titre pour la contraction pas de aussi? titre pour la contraction, pas de titre pour la Voilà. contraction. En revanche, vous faites bien attention à indiquer, les unités de mots et le nombre de mots in fine, le Oui, nombre total ça de marche. mots in fine. Voilà. Pour la synthèse de texte, la synthèse de texte, eh bien, se présente sous la forme, je le rappelle encore, d'une problématique sous forme de question qui débute et qui n'est pas un titre, voilà, qui n'est pas un titre. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas centrer la problématique. On la met avec un alinéa comme les autres paragraphes. Ensuite, il y aura 3 paragraphes qui débuteront tous par, un point de confrontation. Ce point de confrontation se présente sous la forme d'une question également qui engage ensuite, pour chaque paragraphe, la reprise des 3 textes dans un ordre qui doit varier parce que c'est plus élégant, mais Ouais. les 3 textes doivent être présents dans chacun des points de confrontation. Et voilà. Donc, et les points de confrontation sont là aussi impérativement reliés par des connecteurs logiques.
Voilà, Mmh. parce que c'est bien une synthèse qui est proposée avec une argumentation. Ouais, exactement et j'ajoute que alors on va mettre, ils sont déjà en ligne d'ailleurs les articles des Mmh, derniers conseils, on va les partager aussi sur mmh, Instagram, sur Facebook et cetera, ce week-end. Regardez aussi, faites un petit tour peut-être par la Grange à copies. Ce qui est frappant, c'est de voir justement que les bonnes copies de contraction et de synthèse de texte sont vraiment, bah, très structurées et il y a une vraie progression dans l'argumentation, qui est en fait marquée par les connecteurs logiques, hein, tout simplement donc bien sûr, c'est pour bien ça qu'on sûr. insiste en fait, c'est pas juste l'idée de faire plaisir au correcteur en mettant des cependant, des or, des donc, mais c'est qu'en Mmh. fait, bah, c'est ça, c'est le ciment de en fait, de ce qui est Ah ben attendu, quoi, complètement, tout c'est le simplement. ciment et en n'oubliant pas aussi que dans une synthèse, vous avez 3 textes, c'est-à-dire que vous avez un effet, qui peut d'ailleurs, varier en fonction des points de confrontation. Oui, Mais parfois ils vous sont avez d'accord, sur parfois ils sont pas d'accord, parfois Voilà, c'est ils ça voient les choses et sur un différemment, ouais. point, ils peuvent être, sur, tel point, A et B peuvent être d'accord et C pas d'accord, mais sur le point de confrontation numéro 2, A et C peuvent être d'accord et pas B et donc ça, il faut véritablement le mettre en évidence, c'est-à-dire les points de confrontation puisqu'il s'agit Mmh. ça porte bien son nom, et il faut utiliser la rhétorique qui aille avec le plus d'élégance possible. Ouais. Cette épreuve est corrigée de ce que je sais, par une très grande majorité de professeurs de formation littéraire. Mmh. Ils seront donc tout particulièrement attentifs à la qualité de la formulation. Ouais, voilà, tout a été dit cette fois-ci. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au, bout de la soirée, Mmh, après, 8 heures d'épreuve. Forcément, ça devait être un peu mmh, éprouvant, mais voilà, bon, je pense que vous avez quand même obtenu, pas mal de réponses, et en tout cas, c'était l'objectif de ce live, sur les différentes épreuves, pour lesquelles vous avez composé ce matin et cet après-midi. Surtout reposez-vous bien, on le répétera jamais assez, mais bah, ça recommence lundi. Alors, il y a beaucoup d'épreuves qui sont déjà passées, mais de là à dire que c'est gagné, ce serait peut-être un peu présomptueux. Donc mmh, voilà, il faudra quand même assurer les épreuves de la semaine prochaine. Reposez-vous bien, profitez bien de ce week-end, peut-être pour parfaire certains points, mais avant tout pour vous reposer. Mine de rien, les concours, c'est un sprint, enfin c'est un mmh, marathon couru à la vitesse d'un sprint, hein, mmh, mmh. donc évidemment c'est un peu éreintant, c'est le principe. Donc voilà, vraiment essayez de vous ménager le plus possible. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Reposez-vous bien, allez un petit peu sur Major Prépa quand même, ça va Mmh. fourmiller pendant tout le week-end de conseils très pratiques justement pour vous permettre de gratter les petits points supplémentaires qui vous permettront d'être admissible à l'école du dessus. Et Dieu sait que ça se joue à pas grand-chose. Souvent les concours, vous allez vous en rendre compte très rapidement au moment des Mmh. résultats d'admissibilité. Et j'espère qu'ils seront favorables pour vous. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci évidemment infiniment Frédéric pour ton Avec éclairage. plaisir. Et à très bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de commenter la contraction et la synthèse, sans doute. On verra bien. Et pourquoi pas. Qui sait. Allez, très bonne soirée à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée.